Bonjour. Merci à tous les intervenants. Votre intervention était enrichissante pour nous tous et j'ai beaucoup profité. Et je voulais dire une chose, et si cela ne blesse pas vos sentiments intellectuels, je suis musulman. Je suis missionnaire de l'association Ahmadiyya Global en Islam. Et je voulais dire que des fois, on utilise le terme, par exemple, islamo-business, vous avez utilisé islamiste. Et je pense qu'il y a la majorité des musulmans ne soutient pas fanatisme, terrorisme, intégrisme. Si nous utilisons les noms des groupes qui font le terrorisme, c'est mieux, selon moi. On peut dire Daesh, c'est Boko Haram, on peut dire salafistes, aux frères musulmans si vous voulez par exemple. Mais si vous liez l'acte de terrorisme ou de violence à l'islam, ça blesse les sentiments de beaucoup de musulmans qui sont pacifiques. Parce que l'islam c'est une religion. Si un bouddhiste tue quelqu'un, et au nom du bouddhisme, on ne peut pas dire que le bouddhisme est mauvais. Donc c'est pour cela qu'il dit que c'est mieux d'utiliser. Ainsi, nous pouvons écarter et isoler les terroristes dans le monde entier. Et tous les musulmans seront avec ceux qui n'aiment pas le terrorisme et la violence dans l'islam. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette opinion. Merci. Bon, je crois que personne ne fait, enfin, en tout cas pas moi, on ne fait pas de confusion entre musulmans et islamistes. J'ai fait d'ailleurs un travail, parce que vous le savez, on dit un petit peu n'importe quoi sur l'Oumma et sur les sentiments de l'Oumma. D'un côté, l'opinion publique française, je vais prendre juste le cas de la France, vit sur des fantasmes, puisque selon le sondage Ipsos Mori de 2014, l'opinion publique imagine qu'il y a 32% de musulmans en France, ce qui relève quand même sérieusement du fantasme. D'un autre côté, nos gouvernants font, eux, de la sous-information et nous disent « Ah oui, on l'a vu avec Jean-Pierre Chevènement, il y a 4 millions de musulmans en France », comme si le nombre de musulmans avait diminué depuis une dizaine d'années. Donc le travail qu'on essaye de faire, qui est quand même un travail statistique, qu'on fait de la façon la plus scientifique possible et compte tenu du fait que, bien entendu, on ne peut pas utiliser de statistiques religieuses. Globalement, la communauté musulmane, au sens le plus large du terme, enfants compris, c'est 8,5 millions de musulmans en France. Sur ces 8,5 millions, c'est environ 4 millions de pratiquants. Sur ces 4 millions de pratiquants, c'est 100 à 150 000 personnes qui sont tentées par l'islamisme radical, dont une grande partie sont d'ailleurs pacifistes et pas du tout prêts à se mobiliser activement. Et sur ces 100 à 150 000, il y a environ 10 000 à 15 000 activistes décidés qui peuvent se réveiller un jour ou l'autre. Donc vous voyez, on ne fait pas de confusion entre islamistes et musulmans. Merci bien. Moi j'ai 3 questions, je vais être le plus rapide. Ma première question c'est, est-ce que financer le salafisme revient à financer le djihadisme? Ou est-ce qu'il faut faire la distinction entre les deux? Est-ce qu'un homme d'affaires qatari qui finance le djihadisme signifie que le Qatar finance le djihadisme, ou est-ce qu'il faut faire la distinction entre les deux? Et même question pour les oulémas saoudiens. Est-ce qu'un ouléma qui a une prêche violente qui prône le djihad signifie que l'Arabie saoudite soutient le djihad? Merci. Bon, par exemple, on a un problème avec les médias quand ils parlent toujours d'islamistes, terroristes, intégristes, salafistes, mais on évite l'essentiel, on évite wahhabite, on évite le concept clé.
c'est le wahhabite. Le wahhabite, j'ai analysé le discours des cheikh wahhabites, j'en ai, hein, dans mon ordinateur à côté de moi, je peux vous le faire écouter, et ils répétaient, détestez les juifs, les chrétiens, les chiites, les sophies, les nationalistes, les socialistes, ce sont des mépris. J'ai mon ami Ahmad Dirdissi a publié un magnifique ouvrage chez Le Seuil, Le Pacte de Najd, ou comment l'islam sectaire a confisqué l'islam. Parce que partout dans le monde, on parle toujours du salafisme, extrémisme, terrorisme, on évite le wahhabisme. Ce qui s'est fait dernièrement, un grand événement. À mon avis, c'est une rupture épistémologique même. À Grozny, en Tchétchénie, il y a une conférence mondiale des sunnites. Qui est le sunnite? Al-Azhar égyptien, Zaytouna tunisienne, les ulémas, les docteurs de la foi sunnites dans le monde entier, se sont rassemblés à Grozny. Ils ont dit voilà les sunnites. On exclut les wahhabites. Ils ne font pas partie de nos mondes sunnites. Parce que le discours wahhabite monopolise l'islam et le sunnisme. Parce qu'il y a une puissance financière, ni plus ni moins. S'il n'y a pas de pétrodollar et l'explosion du baril de pétrole après la guerre de 1973, on ne parle pas de wahhabisme. Le wahhabisme pourrait être une secte locale, dans une région locale perdue, comme en Amérique latine, en Amazonie ou en Afrique. Donc, c'est vrai, par diplomatie, par calcul, par les résultats de Paris Saint-Germain, c'est un club acheté par le Qatar, hein, pour ceux qui n'ont pas compris peut-être la formule d'Yves Bonnet, c'est un club acheté par le Qatar. Donc, on évite toujours, moi-même, dès que je veux parler du wahhabisme dans les médias, parfois il y a des journalistes, ils essaient de m'orienter un peu loin. On ne veut pas... Non. Le terrorisme, c'est du wahhabisme, tout court. Les salafistes, non, aucun rapport. Moi, je suis sunnite et je viens du confrérie Sophie. Mes deux grands-pères n'ont jamais poussé leur barbe. Toujours se rasent, ils se parfument, etc. Et ils n'ont jamais aimé ces barbus. Parce que l'invasion est arrivée à la fin des années 70. Les amphithéâtres dans les universités égyptiennes ou le Kaboul, les filles, les étudiantes étaient en mini-jupe. Et on a les images, on a les photos, on a les films documentaires de cette époque. Donc c'était la wahhabisation, une secte dans l'islam, aujourd'hui expulsée du monde sunnite, selon le dernier congrès à Grozny en Tchétchénie. Les ulémas du monde sunnite disent non, et ne le représentent pas. Eux, ils pensent qu'ils sont les représentants du monde sunnite contre le monde chiite. Alors le Qatar finance ou non, oui. Bon, quand je m'appuie sur des arguments, des déclarations des chefs des services secrets ou des études comme Washington, etc., oui, apparemment, il y a un enjeu stratégique, géopolitique dans la région, et c'est mobilisé, financé. Parfois, je dis ça dans ma conférence devant les policiers européens à Lisbonne, évitez, s'il vous plaît, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. L'ennemi de mon ennemi, il pourrait aussi être votre ennemi. Ça veut dire on n'instrumentalise pas le terrorisme parce qu'on n'aime pas Bachar al-Assad. On n'aime pas Bachar al-Assad, donc on fait recours au terrorisme. Non, on peut contrer Bachar al-Assad, mais pas en instrumentalisant le terrorisme. Les prêcheurs, oui, les prêcheurs aussi, c'est tangible. Ça veut dire à un pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, où il n'y a pas de parlement, il n'y a pas des élections, il n'y a rien du tout. Je dis, ce sont des pays qui n'ont pas atteint aussi la stade de la fraude électorale. Même la fraude électorale, c'est un stade très avancé par rapport aux pays qui... Parfois, je dis dictature, c'est un concept moderne, dictature. La dictature, c'est un concept moderne. Donc, en sciences politiques, droit constitutionnel, je dis par exemple les monarchies féodalistes absolues. Même je dis une dictature c'est un concept moderne. Oui. Merci. Bon, moi je voudrais revenir sur la question ou l'éclairage que vous avez essayé de faire sur l'amalgame ici en France. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas que ce soit vous qui dénonciez cet amalgame, ces caricatures, musulmans égale Daesh égale bon, Al-Qaïda et compagnie, bon, et le soupçon qui couvre tout ça.
Ce qui m'intéresserait, c'est que quand même, ça soit des gens qui prêchent dans les mosquées et qui viennent dénoncer eux-mêmes. Bon, c'est amalgame, parce que c'est bien de dire à travers des médias, bon, on dénonce. Moi, je veux que ça soit des religieux responsables qui viennent mettre quelque chose de très clair et comment ils ne sont pas solidaires de ces terroristes. Mais il faudrait l'avoir, ce débat. Voilà. S'il vous plaît, vous avez dit que c'est la lutte entre les monarchies du Golfe et les républiques qui étaient à l'époque révolutionnaires. Vous avez cité les pays, l'Algérie, la Syrie, l'Irak, l'Égypte. Comment expliquez-vous aujourd'hui la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte? Parce que moi j'ai du mal à comprendre, aussi clair que c'était dans le passé, c'était plus facile à décrypter, mais aujourd'hui, la relation, en dehors de considérer que l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont toujours tous les deux sous couvert de la puissance américaine, et qu'évidemment il faut bien trouver des moyens de concilier les intérêts des uns et des autres, mais comment, quant au fond, puisque fondamentalement du point de vue idéologique, comment on peut trouver l'explication rationnelle à cette situation particulière. Merci. Quelques phrases seulement sur l'islam. À mon avis, ce que j'ai souligné, que c'est de la révolution contre l'islam, ce qui se passe. C'est pour vous, ce que je dis. Puisque ceux qu'on appelle les djihadistes, en Tchétchénie, on ne dit pas wahhabite, on dit wahhabiste, en soulignant le trait idéologique et politique dans les activités de ces gens-là qui arrivaient en Tchétchénie pour lutter contre les fédéraux. Mais quand même, à mon avis, c'est une révolution. Et voilà les chiffres. En Union soviétique, qui était pays tout à fait athéiste, qui a déclaré athéisme comme idéologie nationale, en 1937, c'est-à-dire 20 ans après la Révolution, 70% de la population a souligné qu'ils sont religieux. Mais ils ne pouvaient rien faire. La majorité ne peut rien faire quand la minorité est si active. Et c'est la même chose. Voilà pourquoi on dit. On ne souligne pas qu'ils sont islamistes. Ils s'appuient sur le, disons, néo-islam. Et ils sont contre les traditions. Ça, on le comprend. Mais quand même, la majorité ne peut rien faire, presque. Merci. La question est très importante, puisque je suis le dossier saoudien-égyptien, ça fait des années. Regardez, l'Arabie saoudite a aidé et soutenu les frères musulmans aux années 60 contre Nasser. Quand il y a eu la confrontation après la tentative d'assassinat de Nasser en 1954 par les frères musulmans, et puis le coup de 1965 par Sayyid Qutb et compagnie. Donc les frères musulmans, ils ont fui vers l'Arabie saoudite, soutenus, financés par l'Arabie saoudite. Il y a eu un mariage, si vous voulez, entre le wahhabisme et les frères musulmans, lune de miel. Cette lune de miel a eu une perturbation avec le déclenchement du printemps arabe et après les élections égyptiennes, quand les frères musulmans ont pris le pouvoir. Les Saoudiens, ils ont toujours peur de l'Égypte. C'est l'Égypte, parce que l'Égypte nassérienne, quand elle a fait la révolution républicaine contre la monarchie, a fait tomber d'autres monarchies, la monarchie yéménite en 1962, la monarchie libyenne en septembre, la monarchie irakienne en 1958, etc. Donc il y avait, si vous voulez, une vague, une offensive républicaine contre les monarchies. Dans ce moment, là, entre, par exemple, le chef d'État égyptien Sisi et le roi, il est décédé, le roi Abdallah, il y avait des très bonnes relations avec Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis afin de contrer les frères musulmans. Le roi Abdallah est décédé avec le roi Salman ou Mohammed Ben Naïf, une autre branche de la famille royale saoudienne qui est la branche des Sudayri. Ils ont rétabli contact avec les frères musulmans.
commençons par Hamas, puis surtout avec le Yémen. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est l'allié des frères musulmans yéménites, avec l'Ahmar. Et les frères musulmans yéménites, leur chef, il vivait à Riyad actuellement. Actuellement, dans nos jours, il y a une campagne médiatique agressive de la part de l'Arabie Saoudite contre l'Égypte et vice-versa, et de la part de l'Égypte contre l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens viennent de couper le pétrole, hein, il y a eu un accord entre Aramco et l'Égypte, donc pour ce mois d'octobre, il n'y a pas eu, ces bateaux de pétrole ne sont jamais arrivés, ils ont rompu. On va voir l'évolution. D'un côté, l'Arabie Saoudite a besoin de l'équilibre dans la région, parce que son ennemi juré, pour le moment, c'est l'Iran, donc a besoin de rassembler le monde sunnite. Mais le monde sunnite, la Turquie joue pour son propre compte, parce que la Turquie est l'allié des frères musulmans. Attention, ça se complique un petit peu. Et l'Égypte sunnite est anti-frères musulmans. Et l'Égypte sunnite a envoyé l'Azhar. L'Azhar, c'est l'instance officielle de l'islam en Égypte, à Grozny en Tchétchénie, pour dire que les wahhabites ne font pas partie du monde sunnite. Et les Saoudiens s'affolent. Donc les relations actuelles sont très gradées et dans une position très grave. Il y a un conflit ouvert, en tout cas au plan médiatique, au plan religieux, entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Parce que leurs deux projets ne peuvent pas aller loin. Aussi, l'Égypte est en train de modifier ses relations extérieures, par exemple, à voter en faveur de la résolution russe au Conseil de sécurité, ce qui a affolé aussi les Saoudiens. Hein, vous voyez, ça change rapidement les alliés, parce qu'il y a eu un changement au sein de la famille royale. Les alliés du général Sissi, du président Sissi, qui est le roi Abdallah et son chef du cabinet Abdelaziz Touijri, et son fils, le chef de la garde nationale, Mut'ab ibn Abdelaziz, ont été éloignés, et l'influence maintenant, c'est dans la main du clan de Zdiri, qui a établi des liens avec la Turquie qui aide les frères musulmans et les frères musulmans en général. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup.